Une campagne de sensibilisation de 7 jours est prévue. Au menu, une caravane et une randonnée pédestre. Voici pour le sommaire, tout de suite le développement. 20 milliards de francs CFA pour réfectionner le stade Assane Diouf. Les populations de Rebeuss apprécient ce geste du chef de l'État. Le collectif pour la sauvegarde du stade Assane Diouf qui porte ce plaidoyer depuis 12 ans est d'avis qu'une telle mesure est un début de solution pour les équipes qui paient des sommes importantes pour aller s'entraîner ailleurs. Ibrahim Fall. Le stade Assane Diouf restitué à la jeunesse de Dakar. Déclaration du président de la République avec une enveloppe de 20 milliards de francs CFA pour sa réhabilitation. Les populations de Rebeuss obtiennent ainsi gain de cause après 12 ans de combat. Ouf de soulagement et remerciement au président de la République d'avoir respecté son engagement pris en 2012. Nous sommes là aussi pour l'accompagner pour la reconstruction du stade Assane Diouf. C'est une chose qu'on attendait depuis fort longtemps. Il y a eu une lutte fratricide aussi qui a été menée par rapport à ce stade. On ne peut pas mesurer ce que la population a perdu en termes d'infrastructures. Début de solution pour des équipes qui ont tant souffert à cause de la fermeture du stade Assane Diouf, martèlent les acteurs de cette lutte. Nous avons élaboré un dossier technique et financier que nous lui avons remis pour la reconstruction du stade. Et nous pensons que c'est sur cette base qu'on va fonder le stade, qu'on va reconstruire le stade. Ça va régler beaucoup de choses. Pour nos équipes, par exemple, il y avait des équipes navétanes qui étaient logées ici, l'ASC Khandal de Rebeuss et l'ASC Koussoum de la Médina. Et depuis la destruction de ce stade, voilà, les résultats escomptés n'étaient pas au rendez-vous. Il y avait aussi des équipes de championnat, notamment l'AS Douane, le Gorée qui s'entraînait ici. 20 milliards de francs CFA pour reconstruire le stade Assane Diouf. Une décision prise par le président Macky Sall à l'occasion du Conseil des ministres délocalisé. Une mesure qui va alléger la souffrance des équipes qui payent 15 000 francs CFA pour s'entraîner dans d'autres terrains. Les populations de la commune de Keur Massar ont accueilli ce jeudi le chef de l'État avec un lot de doléances. Elles réclament l'érection de leur localité en département, l'extension de l'électrification, entre autres. Le président de la République a promis de satisfaire une partie des doléances, à l'exception de la départementalisation donc de cette localité. Macky Sall s'est rendu ce jeudi à Keur Massar pour procéder à la pose de la première pierre d'un nouveau CM. Un compte rendu d'Abdoulaye Wonyonga, Ibrahim Togola. République Macky Sall a été accueilli à Keur Massar avec un chapelet de doléances. C'est d'ailleurs le maire de cette localité qui a porté ses besoins des populations auprès du chef de l'État. Nous vous demandons de nous accorder les doléances après. L'ouverture du nouveau lycée construit par le Qatar. Autoriser la fermeture et l'exploitation de la décharge de Mbeubeus, car Mbeubeus constitue un danger pour la population de Keur Massar. Des doléances qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, le chef de l'État a pris l'engagement de les satisfaire, sauf la départementalisation de Keur Massar. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, sur la période, nous l'avons indiqué tout à l'heure, en 4 ans, l'État aura investi 116 milliards 713 millions pour la réalisation d'infrastructures scolaires dans toutes les régions du Sénégal. Le président de la République, qui a l'ambition de doter la banlieue d'infrastructures sociaux de base, a procédé à la pose de la première pierre d'un nouveau CM à Keur Massar, un projet financé à hauteur d'1,3 milliard de francs CFA par la coopération française. L'annonce faite par le président de la République relative aux 1800 milliards de francs CFA consacrés à la région de Dakar n'emballe pas les populations. Elles restent sceptiques. Ces populations s'interrogent sur la concrétisation des promesses faites dans les autres régions. Ababakar Sadir Top pour plus de détails. 100 milliards pour la région de Dakar entre 2016 et 2018. C'est la promesse faite par le président de la République lors du Conseil des ministres à Pékin. Les populations rencontrées doutent de la fiabilité de cette promesse. Ça, moi, je n'y crois même pas. Parce qu'il avait
promis à Saint-Louis des milliards, Diourbel, Kaolack, partout, mais on n'a rien vu. Donc s'il parle de 1800 milliards à Dakar, moi je peux l'appeler des éléphants blancs. Franchement, si vous mettez 10 milliards à Saint-Louis, ça se verrait, normalement. Donc, je ne crois pas, du tout. Après 4 ans de pouvoir, personne ne croit à la disponibilité de ces ressources. Je ne crois pas à ces réalisations. Dans les autres régions, il n'y a rien qui est réalisé là-bas. Personnellement, je ne crois pas à ces promesses. Toutefois, une partie de la population accorde du crédit aux paroles du chef de l'État. Pour elle, il ne manque pas d'ambition, seulement il est mal entouré. Monsieur Bongamni, bon, peut-être un entourage, mais Maki, l'État est en train de travailler sur beaucoup de plans pour avoir de ces ressources-là. Ouais, parce que l'État a fait beaucoup de choses, nous ligués pour un montant. Parce que d'autant plus qu'il y a beaucoup de pays ici en Afrique, ils ont des difficultés financièrement pour payer même les emplois des fonctionnaires et tout. Mais lui, il se bat. Chaque mois que Dieu fait avant la date, ils sont tranquilles, quoi. Après plus de 2800 milliards promis dans les 13 régions du Sénégal, le chef de l'État clôture ses conseils des ministres décentralisés à Dakar. Une enveloppe de 1800 milliards y est annoncée. Mais les populations préfèrent adopter la posture de Saint-Thomas. Voir pour croire. La première phase du projet, le pont de l'émergence, va être livrée ce samedi. Sur place, l'on note une forte avancée des travaux de finition. Les ouvriers travaillent 24 heures sur 24 pour finir dans les délais. Les automobilistes, eux, attendent impatiemment l'ouverture des voies qui, pensent-ils, vont faciliter la circulation dans la capitale. El Haj Moussabey. Bientôt, la fin des tracasseries causées par les travaux du pont de l'émergence. La première phase de la livraison du projet est prévue samedi. Les automobilistes manifestent déjà leur engouement. Les embouteillages sont une difficulté pour nous transporteurs. On a hâte de voir la livraison du pont. Espérons au moins qu'il soit fluide, parce que sinon aussi les gens seront de plus en plus fatigués. Parce apparemment, de vue, bon, ça a l'air correct, mais il faut que ça soit officiel, après on verra. Les tracasseries ont duré, des déviations par-ci, par-là. Que le pont nous soit livré en paix, c'est notre souhait. Je préfère que le pont connaisse un retard dans sa livraison et qu'il soit bien fait, qu'on bâcle le travail. Sur le chantier, l'on finalise avec la pose des dernières barrières de sécurité, les borniers, l'édifice des murs à béton de la GBA qui sépare les voies du pont. Les ouvriers s'activent autour des dernières retouches. Les travaux se déroulent très bien. Depuis 2 semaines, on travaille 24 heures sur 24. Et ce que je peux dire que l'ouvrage sera ouvert à la circulation après la cérémonie. Il reste de petits travaux de raccordement qu'on est en train de terminer. La route nationale qui, jusque-là, était fermée à la circulation a été réouverte. Au même moment, celle qui jouxte la cité millionnaire est rayée du projet. Le temps de terminer le chantier, une route secondaire est ouverte à quelques mètres de la cité pour faciliter le trajet. HLM Grand Yoff, Patte-d'Oie. Si l'érection du pont de l'émergence a fait des heureux, elle a aussi réussi à faire des frustrés. Les populations de la cité millionnaire dans la commune de Grand Yoff se plaignent de l'édifice qui impacte négativement sur leurs habitations. Elles disent ne pas bénéficier du pont car la principale route qui permettait de rallier leur cité a été rayée du projet, ce qui va leur causer d'énormes difficultés. En plus, avec l'hivernage qui s'annonce, elles craignent subir les méfaits des inondations jusqu'ici inconnues dans leur quartier. À ce propos, écoutons les explications de Ibradien. Il est le secrétaire de la municipalité au micro de Moussabey. Elle devait être bloquée. C'est-à-dire une route secondaire, la route principale devait empiéter sur la route secondaire. Si tel est le cas, la population de Grand Yoff, la population de la cité millionnaire devait être éliminée pour l'utilisation définitive de cette pont. Et à l'entame, la phase de la démolition à mettre en ruine certains bâtiments qu'on ne parvient même pas aujourd'hui à remédier et à les indemniser. Nous savons tous les procédures de passation des marchés. On nous dit que
samedi, on va vers une inauguration. L'inauguration n'est rien d'autre que la première phase de la réception provisoire. Est-ce qu'après réception provisoire, on peut modifier un contrat par avenant? Ça poserait problème. Nous étions en train de réfléchir sur le comment mettre en place aujourd'hui un mécanisme pour éviter les inondations. Si ce problème vient s'ajouter, ça devient maintenant difficile. Les ex-travailleurs des agences dissoutes, toujours dans l'attente de la satisfaction de leurs revendications, et cela malgré les propositions du gouvernement qui a déboursé 300 millions de francs CFA pour aider ces ex-travailleurs. Ces derniers mettent en garde l'État du Sénégal s'il ne respecte pas ses promesses. Ibrahima Fall. Toujours perplexes, les ex-travailleurs des agences dissoutes veulent rentrer dans leurs droits le plus rapidement possible. L'État joue aux sapeurs en leur proposant des solutions pour pomper une sortie de crise. Les engagements qui ont été pris, c'est de redéployer automatiquement les 105 dans la fonction publique qui s'étaient inscrits il y a 2 ans de cela. La deuxième vague, ce sont ceux-là qu'on va mettre dans les agences parapubliques. Troisièmement, ce sont ceux-là qui sont dans les projets agricoles et transports. Il y aura un financement automatique. Quatrièmement, c'est l'enveloppe financière pour essayer d'assister les gens. Halte aux promesses non tenues, déclaration des ex-travailleurs des agences dissoutes qui préviennent que le dilatoire ne passera pas. On détermine la personnalité d'un homme à partir de sa parole. Je pense, compte tenu que l'engagement que nous avons en tant que victime de cela, je ne pense pas que les autorités qui étions en face de nous puissent ne pas quand même tenir compte de la matérialisation de ces engagements-là. Je ne pense pas. Pour tirer au clair cette affaire, les ex-travailleurs des agences dissoutes comptent mettre tous les atouts de leur côté. Ils les exigent le paiement des dommages et intérêts causés par l'État du Sénégal, avec une rencontre prévue mardi prochain. Ils ont enfin décidé d'enterrer la hache de guerre après 1 an de crise. La Sénélec et les habitants de Grand Médine ont signé un partenariat pour la poursuite du programme pilote d'installation des compteurs. C'est pour alléger les populations en matière de paiement de factures d'électricité. Les deux parties s'engagent aussi à relever les défis de l'heure. Écoutons les différentes réactions au micro de Pape Ousmane Tissé. Le réparage du réseau et puis le réglage de certains compteurs qui est défectueux. Et puis ils ont aussi remis en marche certains quartiers qui n'avaient pas d'électricité. Ils ont électrifié ces quartiers et puis ils ont allégé le mode de paiement, à savoir 10% après chaque achat de crédit OFL. Ce sont ces accords qui ont été tenus. La communication a été rétablie. Et tout le monde s'est retrouvé, comme le Wolf le dit, projet. Finalement, vraiment Grand Médine a retrouvé sa place de partenaire dans les projets que nous voulons faire. Et ça ne fait que commencer. Et cibler un quartier et l'attaquer de manière globale, ça a été fait au niveau de Grand Médine. Nous allons également le faire au niveau des autres régions. Mais il fallait déjà capitaliser Grand Médine, tirer les leçons, les points forts et les points faibles pour pouvoir vraiment avancer dans ce projet. Le maire de Point-E et le directeur de cabinet du maire de Dakar ont fait face aux limiers de la DIC durant 8 heures. Les interrogatoires des responsables socialistes portaient sur les événements du 5 mars dernier. Le maire de Point-E soutient que l'affaire a été résolue à l'interne. Certainement que nous y reviendrons avant la fin de ce journal avec le compte-rendu de Codédiaï. Et toujours dans ce cadre, le maire de la Médina a déploré ses convocations à la DIC. Bamba Fall déclare que ceux qui veulent vendre le parti n'y parviendront pas. Il trouve inadmissible qu'après les jeunes du parti, que l'on convoque les membres du bureau politique. Voici Bamba Fall. Je suis venu porter ma solidarité à mes camarades de parti qui sont membres du bureau politique. Au départ, on nous avait parlé d'infiltration de personnes étrangères dans le parti ou de nervis. Aujourd'hui, quand on se retrouve sur la convocation d'éminents membres du bureau politique, ça inquiète. Ce n'est plus le parti de Senghor, ce n'est plus le parti des voleurs qu'on connaissait. Ce n'est ni le Nouvel Élan, ni le parti pour la reconquête du pouvoir. Ce sont des gens qui veulent s'accaparer de l'appareil du parti et qui veulent sacrifier leurs camarades de parti.
nous ne l'accepterons pas. On n'a pas peur. Nous irons jusqu'au bout. Vous comprendrez que le complot contre le parti ne passera pas. Je vous le disais donc tout de suite, le maire de Point-E et le directeur de cabinet du maire de Dakar ont fait face aux limiers de la DIC durant 8 heures. Les interrogatoires des responsables socialistes portés sur les événements du 5 mars dernier. Plus de précisions avec Code Ndiaye. Le face-à-face entre les responsables socialistes et les limiers de la division des investigations criminelles aura duré 6 heures de temps. À 16 heures, les deux proches de Khalifa Sall sortent de la brigade des affaires générales de la DIC. Le maire de Point-E et le directeur de cabinet du maire Khalifa Sall ont répondu aux questions des limiers, lesquelles interrogations ont porté sur les échauffourées du 5 mars 2016 survenues à la maison du Parti socialiste. C'est suite aux événements de la maison du parti, c'est un prolongement. Donc on nous aurait accusés d'être des commanditaires, ce qui n'est pas vrai du tout. Naturellement, ce qui n'est pas vrai. Parce que pour accuser quelqu'un, il faut pouvoir apporter des preuves. C'est une enquête qui est en cours. Et nous leur avons fait savoir en tout cas que de tout ce qui est dit, nous qui sommes des militants et des responsables, on ne saurait du tout, et surtout dans ce département de Dakar, de commanditer des actes qui peuvent nuire au Parti socialiste. Malgré ces convocations, les responsables socialistes ont réitéré leur fidélité au maire de Dakar, Khalifa Sall. Si être proche de Khalifa Sall est un crime, moi par exemple je suis un criminel. Je suis un khalifiste moi, et je ne m'en cache pas. Convoquer le Parti socialiste au tribunal ou à la police n'est pas chose normale et que Senghor et les militants ne le méritent pas. Pala Samb et Birakan Ndiaye ont regretté le fait que la justice soit impliquée dans cette affaire. La police ne devait pas avoir ces séries de convocations. Je pense que nous sommes dans un parti et ce problème devait être réglé au sein du parti. Venus apporter main forte à leurs camarades, certains responsables du parti ont fustigé ces convocations qui, selon eux, n'est que l'œuvre du secrétaire général. Khalifa Sall, d'autres personnes peut-être lui prêtent des ambitions et à vouloir convoquer peut-être des responsables de l'Union départementale de Dakar peut en tout cas laisser des points d'interrogation. Après leur audition, les responsables socialistes ont remercié les camarades, des camarades venus en masse pour leur apporter soutien et réconfort. Protocole de Rebus. Pourquoi l'affaire a-t-elle été suspendue? Que peut gagner Idrissa Seck dans ce dossier? L'analyste politique Georges Nesta Diop nous donne son point de vue. Plus de détails avec Aïssatou Dioptal. Protocole de Rebus par là, protocole de Rebus par ici. Après avoir fait couler beaucoup d'encre, que ce soit du côté des politiques comme du côté des populations, le New Deal semble prendre une autre tournure. Interpellé sur la question, le président de la République n'a pas voulu aller au fond des choses, ce qui pourrait avoir une explication politique. Ce qu'on peut comprendre, c'est que tout simplement, qu'on va tout droit vers un enterrement de première classe de ce protocole de Rebus-là. C'est-à-dire que le procureur devra arrêter les auditions qu'il avait l'intention de faire. Je crois que le président Macky Sall a assez compris. Ensuite, Idrissa Seck, ce n'est pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie. Il exige que tous les gens qui tournent autour de ce protocole soient entendus. Que ce soit le président Macky Sall, qui était Premier ministre à l'époque et ministre de l'Intérieur ensuite. Selon cet analyste politique, il ne peut pas y avoir de conséquences néfastes pour le régime en place si la lumière est faite sur cette affaire. Mais si on n'éclaire pas la lanterne des Sénégalais, la situation pourrait tourner en faveur d'Idrissa Seck. Médiatiquement, politiquement, socialement, la situation tourne en faveur d'Idrissa Seck. Parce que comme il l'a toujours dit, jusqu'à l'extinction du soleil, vous ne pourrez pas prouver que j'ai pris telle chose. Alors si maintenant dans cette affaire-là, les gens continuent à dire que oui, Idrissa a pris, et que jusque-là, on a tenté d'aller en justice, mais c'est pas allé loin, donc ça tourne à sa faveur. C'est clair maintenant qu'Idrissa Seck se positionne comme le leader de l'opposition, et il pourra continuer maintenant à provoquer tout le monde. Le fameux protocole de Rebus date de 2005. Maître Nafissatou Diop Cissé était parmi les protagonistes car étant à l'époque la notaire d'Idrissa Seck. Aujourd'hui, elle et Maître Ousmane Seye sont les principaux accusateurs de l'ancien maire de Thiès.
À Ziguinchor, le village de Mandina Mancagne, qui a payé un lourd tribut dans la crise casamançaise, fait face à d'énormes difficultés. Les habitants qui s'étaient réfugiés regagnent peu à peu leur localité. Seulement du fait de son enclavement aigu, ce village, pourtant très riche en ressources naturelles, peine à décoller. La route impraticable reste la principale préoccupation des habitants. Ziguinchor, la correspondance de Mambinta Diata. Nous sommes à Mandina Mancagne. Ce village est tristement célèbre du fait de la crise en Casamance. Aujourd'hui, la vie a repris son cours normal et les habitants se battent pour sortir de l'ornière. Cependant, les obstacles sont nombreux. On demande aux autorités la route. Si la route est navigable, tout vient tout seul. Mais la route, vraiment la route qui pose problème. C'est vraiment un problème, un gros problème. Pour le désenclavement, comment faire pour avoir accès ici, venir, la route? C'est là où le bas blesse. Au cœur de ce village de la commune de Niaguis, on a implanté une unité de transformation de fruits et légumes. Un bijou qui est l'œuvre d'une vingtaine de femmes regroupées dans un GIE dénommé Diyito di Malegen, qui signifie « Levons-nous dans la vérité ». Mandina Mancagne bénéficie des avantages de ce projet. Des emplois sont créés, mais l'engagement de ces braves femmes se heurte à un manque de moyens. Des problèmes d'évacuation et d'écoulement se posent. Il y a l'emballage qui pose problème. Pour avoir un emballage adéquat, on a ce problème-là. L'évacuation de la matière première, parce qu'on a un problème pour le transport, la navette. On a l'unité, certes, mais les gens ne pourront pas nous voir. La localité de Mandinato est la première à être bénéficiaire de ce programme, parce que ce sont eux qui nous ont hébergés. Donc, elles sont les premières, on doit les former d'abord. La matière première doit s'acheter ici à Mandina Mancagne. Donc on lance un appel pour les Diyito de Malegen et la population, les femmes de Mandina Mancagne, que nous tendons la main pour venir ensemble travailler à Mandina Mancagne. Diyito di Malegen, un exemple de leadership et d'entrepreneuriat féminin réussi. Ces femmes sollicitent l'appui de la première dame afin qu'elle puisse atteindre les objectifs fixés avec le bailleur. Les médicaments de la rue, un phénomène mondial, et les pays pauvres sont les plus exposés au danger. Au Sénégal, une partie de la population a recours à ce genre de médicaments, d'où la réaction du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui va organiser une campagne de sensibilisation sur 7 jours. Une randonnée pédestre et une caravane sont prévues pour conscientiser les populations. Dey Fatimlo. La consommation des médicaments de la rue constitue un problème de santé publique au niveau mondial. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plusieurs personnes meurent, surtout en Afrique, suite à la prise de ces médicaments. Au Sénégal, de nombreuses personnes ignorant encore les dangers liés à leur consommation ou vivant sous le seuil de la pauvreté ont recours à ces médicaments. Ainsi, cette campagne vise à sensibiliser la population à changer de comportement. Ces médicaments-là mettent en péril votre vie, mettent en danger votre vie. Et il faut acheter les médicaments dans les structures officielles. Ce sont les pharmacies privées, ce sont les pharmacies au niveau des hôpitaux, des centres de santé, des postes de santé et des cases de santé. Ces médicaments illicites ne sont pas produits au Sénégal. La plupart passent par la voie aérienne et maritime et profitent de la porosité des frontières. Parfois, la douane se base sur les déclarations des gens qui ont la marchandise. Et souvent, les gens déclarent peut-être autre chose que des médicaments. Et c'est ça qui fait que parfois, certains médicaments arrivent sur notre territoire. Il y a également des gens qui voyagent, qui viennent à l'aéroport, qui disent que bon, moi, ce sont des habits que j'ai, etc., mais qui ont des médicaments. Pour une meilleure accessibilité financière des médicaments, le gouvernement a mis en œuvre les médicaments génériques qui sont des copies légales d'un médicament original. Ils ont la même qualité et la même efficacité. Cette campagne de sensibilisation qui se tiendra du 24 au 31 juillet vise à faire comprendre à la population que consommer les médicaments de la rue met leur vie en péril. Pendant 2 jours, l'Organisation des travailleurs de l'Afrique de l'Ouest, Ottawa, va réfléchir sur comment renforcer ce mouvement. Créée en 1985, l'organisation présente un visage assez effacé. À travers ce changement, elle compte apporter des solutions sur la protection et la défense des intérêts des travailleurs dans un univers marqué par la mondialisation. Adjara Sissé.
En léthargie depuis plusieurs années, redynamiser l'Organisation des travailleurs de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe en son sein 15 pays, se présente comme une nécessité. Décision qui permettra de faciliter le dialogue social, mais aussi protéger et défendre les intérêts vitaux des travailleurs. Une autre forme syndicale, une autre activité syndicale, et que ça ne soit pas simplement une association de séminaires. De nouveaux programmes sont en train d'être développés. Et sur toutes ces actions, les contributions des travailleurs sont des contributions essentielles. C'est pourquoi il y a le dialogue social. Pour gagner cette bataille, une approche audacieuse s'impose contre les entreprises multinationales, principale barrière pour les travailleurs, selon les acteurs du secteur, afin de changer la donne. Il faut des boucliers contre les multinationales. Nous pensons qu'il faut, disons, élargir donc, la résistance et les capacités des organisations syndicales à donc, prendre en charge les questions. La question des APE qui vise à établir un accord de libre-échange entre les États doit être bénéfique dans les deux sens, selon le directeur de l'OTAO. Il y a la question de la souveraineté des États, mais il y a également les espaces économiques qu'il faut protéger. Je pense que si on désarme donc, tous les espaces économiques, si également les rapports avec l'Union européenne ne sont pas des rapports construits dans un sens que les Anglais appellent le win-win et que chacun y gagne, bon, je pense que c'est des problématiques qui sont là. Ainsi, pendant 2 jours d'échange, les acteurs du secteur vont se pencher sur la réforme du mouvement syndical ouest-africain afin que la protection des droits des travailleurs soit une réalité. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes en notre compagnie. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki téléspectateur Dunya TV ñu ngi leen di nuyu foo leen mën a nekk ci seen émission bi di majalisul ulama di jataayu borom xam-xam yi. tabaarakallahu tey ñu dalaloon ci kenn koo xam ne ci ñoom la. muy Serigne Mame Ass Mbaye bi tabaarakallahu. a'uudu billahi samil alim min ash-shaytaani rajim. bismillahi arrahmani arrahim. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الأجمعين أما بعد فأيها الإخوة في الله إن أدوى الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام kon mbokk mi ñu ngi lay nuyu gannaaw bi nu nuyoo mbooloom ku nuy seetaan ak kuy bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin alqatim rahma bokk yi nga xam ne ñi ngi jàkkaarloog seen télévision DTV ci seen émission bi ñu tuddee ëttub l'islam dellu si nañ beneen yoon àndaat ak yéen ci beneen tomb waxtaan tey suñu waxtaan ñu ngi ko tënk ci ne al atfaalu ashaabul xuquqi hatta wa in kaani fi sharia loolu mooy lan ñu ne xale yi ay boromi droit lañ donte da nga leen fekk ci mbedd mi mais ay boromi droit lañ loolu nag ñu bëggoon tënk waxtaan yu laajte ci lan mooy sabab bi tax xale yi wàcc ci mbedd mi ñaareel bi xale yi wàcc gi ñu wàcc ci mbedd mi responsabilité mboolem ku nekk ci Sénégal ga nan la ñuy mën a def ba saafara ko ñetteel bi diine gërëmut jëf juñ mel ban position la ci diine am ñeenteel bi ta yan défi ak yan mbir ay danger moo leen mën a fekk ci wàcc gi ñu wàcc ci mbedd mi laaj yi la ñu fas yéene jàkkaarloo cellule nationale de Daara kon nga xam ne ñu ngi ci invité ku ñuy tuddee Ousmane Ndiaye mu représenté leen di ci dalal it Abdoulaye Sarr mu doon koo xam ne moo fi teew di directeur SOS protecteur de l'enfant ñetteel ba di ci dalal Serigne Modou Ndiaye mu jiital cellule boo xam ne ñoom it dañuy yëngatu ci wàllu ay droit ci ministère de la justice di ci dalal it stop